Quand un port entier s'embrase à minuit, ce n'est jamais le fruit du hasard. À Tchernomorsk, dans la nuit du 15 octobre 2025, le silence des autorités pèse plus lourd que la fumée noire qui s'élève au-dessus de l'oblast d'Odessa. Ce qui s'est joué ici dépasse de loin la simple catastrophe industrielle. C'est le signal d'un effondrement imminent, lancé au monde entier. Des détonations colossales ont transpercé le calme nocturne. En moins de 10 minutes, un rideau de flammes a consumé quais, entrepôts et containers, dévorant tout sans distinction. Pourtant, dès les premières heures, la version officielle se résume à une consigne de silence. Pas un communiqué, pas une image diffusée, juste des routes bouclées et des ordres donnés à voix basse. Ceux qui ont assisté à la scène parlent d'un chaos glacé, d'équipes paramilitaires surgies de l'ombre pour verrouiller la zone. Mais la tension monte d'un cran quand on découvre que plusieurs hauts gradés de l'armée ukrainienne étaient présents, escortés d'un représentant officiel de l'Alliance Atlantique. Leur présence ne laisse aucun doute. Le port cachait bien plus qu'un banal lot de marchandises civiles. Mais quoi exactement? Aucun manifeste, aucun inventaire ne circule. Toute trace documentaire semble avoir disparu dans l'incendie ou était placée sous scellé militaire. La question la plus brûlante reste sans réponse. Qu'y avait-il vraiment dans ces containers partis en fumée? Selon des fuites, il s'agirait de matériel essentiel, des équipements tactiques destinés à soutenir l'effort ukrainien sur le terrain. Mais ni la quantité, ni la nature exacte de ces ressources ne seront divulguées. Ce mutisme ne fait qu'alimenter rumeurs et soupçons, amplifiant l'angoisse collective. Le lendemain, l'impact se fait déjà sentir sur la ligne de front. Plusieurs analystes notent une désorganisation soudaine des convois, des ruptures inédites dans l'acheminement des munitions et carburants. Certains évoquent un effet domino. La destruction brutale du port aurait ouvert une faille stratégique, fragilisant toute la chaîne logistique. Les conséquences pourraient vite se propager bien au-delà de la région d'Odessa. Ignorer la vérité sur Tchernomorsk, c'est risquer de passer à côté de l'enjeu central de cette guerre. La guerre des ressources, la guerre des nerfs. Chaque minute de désordre logistique se paie au prix fort, en millions d'euros, en vies humaines, en réputation. Et dans ce climat d'incertitude, la moindre étincelle peut précipiter la chute d'un front, voire d'un pays entier. Mais qui a déclenché ce brasier? Et pourquoi ce silence obstiné? Pour comprendre l'origine du désastre, il faut remonter aux heures qui ont précédé l'explosion. Sous la brume noire du port, une tension électrique flottait, comme un présage d'imprévu. Le port de Tchernomorsk, jadis banal carrefour commercial, dominait désormais le littoral ukrainien. Sa silhouette massive se découpait dans la nuit, chaque quai noyé dans une lumière blafarde, chaque entrée gardée, chaque camion scruté. Ce 15 octobre de l'an 2025, rien n'était ordinaire. Dans le silence, des véhicules militaires sans insigne glissaient, escortés par des hommes en tenue noire. Chaque mouvement était réglé, chaque ordre chuchoté sur la radio cryptée, comme si la moindre erreur pouvait tout faire basculer. Ce qui transitait n'était pas du matériel classique. On déchargeait des systèmes de défense aérienne inédits, des drones furtifs, des munitions qualifiées de stratégiques. Tout sous surveillance extrême, loin de toute caméra, dans l'espoir de garder le secret. La présence de l'OTAN ajoutait à la pression. Des officiers étrangers, invisibles mais bien réels, veillaient au respect minutieux des délais. Il fallait finir avant l'aube. Chaque minute perdue multipliait le danger d'être repéré, par satellite ou par un regard indiscret. Les logisticiens et militaires échangeaient à voix basse, nerveusement. Les codes radio changeaient à chaque rotation. Un accroc, et l'opération se gelait. Mais le moindre retard pouvait compromettre la prochaine offensive sur le front sud. Toute la chaîne vivait sous la menace d'une faute fatale. Un manifestant trop curieux, un agent d'entretien distrait, une caméra pas tout à fait éteinte, et soudain le secret s'effondrerait, livrant la cargaison à l'ennemi. L'anxiété tordait les visages. Chauffeurs, soldats, civils. Chacun sentait que l'échec ne pardonnerait pas. S'il y avait erreur, il n'y aurait ni deuxième chance, ni retour en arrière. Mais qu'est-ce qui allait faire dérailler cette nuit clandestine, transformant une réussite fragile en désastre total? Au cœur de la nuit,
Un incident minuscule, en apparence anodin, a suffi à déclencher la réaction en chaîne. C'est là que tout s'est joué. Ce n'était pas un simple incendie. Cette nuit-là, au port de Tchernomorsk, c'est tout un équilibre logistique qui s'est effondré, révélant des failles dont l'ennemi a su tirer parti avec une précision glaçante. Tout commence par l'attaque, froide, méthodique. Par vagues successives, des missiles perçant la nuit. Les sirènes déchirent le silence, la défense anti-aérienne ukrainienne tire à tout va. Mais face à la cadence infernale, la résistance s'épuise. Quelques projectiles franchissent la défense. L'un frappe le cœur du port. Un immense stock de munitions, des équipements stratégiques et, selon plusieurs sources concordantes, un système patriote flambant neuf. Rien n'est laissé au hasard. La frappe cherche à briser la confiance, pas seulement la matière. Ce soir-là, l'Occident n'est pas qu'un spectateur. Sur place, des officiels de haut rang supervisent chaque livraison, chaque caisse. Leur protocole strict, pensé pour rassurer, devient subitement une faille. Cette concentration attire l'attention et fige les réactions. Quand la première explosion secoue les docks, c'est la stupeur. Pompiers et soldats accourent, mais rien n'est prêt pour une telle apocalypse. Les communications saturent, les ordres se télescopent, chacun agit à l'aveugle. La coordination, si précieuse, s'effrite à la première secousse. Le feu saute de hangar en hangar, porté par le vent et la densité des entrepôts. Des explosions en chaîne tordent la tôle, projettent des débris à des centaines de mètres. L'air devient irrespirable. Le ciel s'embrase, transformant la nuit en enfer rougeoyant. Chaque détonation emporte un peu plus que de l'acier. Elle consume la certitude d'un contrôle maîtrisé. Les pertes matérielles atteignent des sommets. Des systèmes d'armes, des munitions vitales, des radars et des technologies de pointe partent en fumée. Mais le vrai choc est symbolique. L'ennemi frappe là où l'on se croyait invulnérable. La confusion, elle, s'étend jusqu'au cœur de la capitale. Dans ce chaos, chacun comprend que ce n'est pas seulement la logistique qui brûle. C'est la confiance dans la chaîne de commandement. Perdre des équipements stratégiques et des cadres expérimentés, c'est ouvrir une brèche décisive. Les conséquences ne se compteront pas seulement en tonnes perdues, mais en semaines, voire en mois de retard pour la défense. La cendre qui s'abat sur Tchernomorsk n'est que le masque d'une blessure plus profonde. Une faille logistique, un secret mal gardé, et soudain tout vacille. Quel sera l'impact réel de cette nuit sur le cours du conflit? La confiance entre alliés peut-elle survivre à un tel choc? Mais la nuit de Tchernomorsk n'est qu'un point de bascule. Dès l'aube, les premiers rapports révèlent l'ampleur du désastre et une course contre la montre s'engage. Alors que la cendre retombe sur le port, une autre tempête s'abat sur la ligne de front. En l'espace de quelques heures, la perte massive de matériel au sud se mue en faille béante pour le front est. Les stocks essentiels, anéantis dans l'incendie de Tchernomorsk, devaient ravitailler les brigades les plus exposées, blindés, munitions, pièces de rechange. Tout s'évapore dans la nuit. Effet domino fulgurant. Chaque convoi manquant bloque 10, 20, parfois 50 positions sur des centaines de kilomètres. Privé de son filet logistique, l'Est ukrainien se retrouve à la merci de l'imprévu, déjà écrasé sous la pression ennemie. Les forces russes ne tardent pas à saisir l'opportunité. Leur avance est méthodique, exploitant chaque brèche, chaque silence radio. Là où, la veille, la défense tenait encore, l'afflux d'obus et de carburant s'arrête net. La ligne plie, parfois rompt. Le front se redessine chaque matin, l'incertitude gagne. Ravitailler devient un parcours d'obstacles. Chaque minute de retard transforme une panne banale en déroute. À Kiev, le haut commandement se réfugie derrière des communiqués prudents. On parle de rotation planifiée, de redéploiement stratégique. Mais sur le terrain, la réalité s'impose. Caisses vides, batteries de drones épuisées, véhicules immobilisés faute de pièces. Les mots sonnent creux. La rumeur du désastre court plus vite que les ordres officiels. Le doute s'insinue à tous les échelons. Les commandants intermédiaires improvisent, bricolent, s'épuisent à pallier ce que la logistique n'apporte plus.
Morale et discipline s'effritent ensemble. On voit surgir des mouvements désordonnés, des replis précipités, ouvrant des corridors à l'ennemi. Chaque kilomètre cédé n'est plus un simple recul. Il signale à tous, alliés comme adversaires, que la chaîne logistique s'est rompue. À l'ouest, le choc est brutal. Les alliés, déstabilisés, réagissent par la méfiance. Les contrôles se multiplient. Désormais, chaque cargaison subit 3, parfois 4 niveaux d'inspection. Ce qui devait être un flux devient un puzzle bureaucratique. L'acheminement ralentit, la paperasse s'accumule, chaque accroc résonne en cascade. En choisissant la rigidité au nom du contrôle, on sacrifie la rapidité, parfois même l'efficacité. Le cercle vicieux se resserre. Plus la logistique se grippe, plus chaque minute perdue coûte cher. Des quartiers entiers, des vies, la cohésion d'un système de défense déjà miné. À mesure que la frontière entre responsabilité et paralysie administrative s'estompe, l'ennemi avance sans rencontrer d'obstacles. Mais au cœur de ce chaos, une question brûle. Existe-t-il encore une issue pour briser la spirale, apprendre de la crise, empêcher que la tragédie ne se répète? Dans les coulisses, certains cherchent déjà des solutions, refusant de céder à la fatalité. Le récit bascule alors vers ceux qui, dans l'ombre, tentent de reprendre le contrôle. Derrière chaque effondrement logistique, un signal d'alerte universel retentit. Ce qui s'est joué dans la nuit du 15 octobre 2025 à Tchernomorsk dépasse le simple incident. C'est un miroir cruel tendu à toute organisation complexe, civile comme militaire. Ici, le danger majeur n'est pas venu de l'ennemi, mais du système lui-même, prisonnier de ses propres limites. Première leçon implacable. L'excès de coordination, dicté par une chaîne de commandement hypertrophiée et saturée de contrôles extérieurs, peut tuer l'action qu'elle prétend protéger. À Tchernomorsk, l'entrelac des directives ukrainiennes et occidentales a ralenti chaque décision, ouvrant des failles mortelles. Dans un environnement où chaque seconde compte, le moindre flottement crée une brèche où s'engouffre le désastre. Pour survivre, l'agilité n'est pas un luxe. Il faut décentraliser l'action, multiplier les circuits parallèles, prévoir des issues de secours à chaque étape. Là où la bureaucratie fige, l'ennemi progresse. Là où l'on hésite, la catastrophe se fraye un passage. La redondance, l'autonomie tactique et la capacité à improviser deviennent les seules garanties de survie dans le chaos. Mais le prix humain reste le plus lourd. Stress ininterrompu, nuit sans sommeil, peur de l'erreur. L'épuisement s'installe, la confiance s'effrite, l'isolement ronge les équipes. À Tchernomorsk, l'incapacité à déléguer et à miser sur l'initiative locale a amplifié la confusion. Chaque alerte ignorée a grossi jusqu'à provoquer l'effondrement final. L'un des pièges les plus insidieux, le déni officiel. Quand le commandement choisit de minimiser les dégâts ou de masquer la vérité, le risque explose. Les équipes privées d'informations vitales, les alertes étouffées, les erreurs reproduites. Dans la crise, la communication mensongère ne sauve jamais du temps, elle aggrave toutes les failles. Reste la question de la responsabilité. Derrière chaque désastre, il y a ce choix. Enterrer la vérité ou accepter d'en tirer les leçons. Refuser le bilan réel, c'est condamner tout le système à rejouer la même tragédie, à un coût toujours plus élevé, en vie, en ressources, en crédibilité nationale. Tchernomorsk restera un cas d'école si l'on ose en regarder les leçons en face. Chef militaire, dirigeant civil ou simple citoyen, le vrai risque n'est pas seulement dans l'offensive ennemie, mais dans l'aveuglement et l'incapacité d'adapter ces systèmes avant qu'il ne soit trop tard. Mais derrière ces défaillances structurelles, se cachent aussi des responsabilités individuelles et des choix moraux impossibles. La suite de la nuit à Tchernomorsk en révélera toute la portée. Dans la guerre, comme dans toute crise, ignorer les signaux faibles revient à semer les graines du désastre. L'incendie du port de Tchernomorsk n'est pas qu'un épisode tragique. Il est le miroir grossissant de toutes les failles. Chaque maillon fragile, chaque ordre transmis dans la précipitation ou l'ego, se transforme un jour en déflagration. Ne rien voir, ne rien corriger, c'est laisser les catastrophes s'inviter en chaîne. Quand la logistique s'effondre, il ne s'agit pas seulement de cargaisons perdues, ce sont des vies, des espoirs et jusqu'au destin d'un pays qui vacille.
Dans le tumulte des crises géopolitiques, la vigilance n'est plus un choix, mais une condition de survie. Refuser l'aveuglement, réclamer la clarté, briser la routine des excuses, voilà les seuls remparts contre la répétition de l'histoire. Tirer une leçon d'une tragédie logistique n'est possible que si chacun affronte la réalité, sans phare. Sinon, c'est condamner les générations suivantes à des tempêtes toujours plus violentes, à mesure que les mêmes erreurs se répètent. Face à ces enjeux, spectateurs et décideurs partagent un devoir, refuser la résignation. Car chaque alerte ignorée, chaque dysfonctionnement minimisé, nous rapproche inexorablement du gouffre. Quand les pertes se comptent en millions d'euros, en vies humaines et en crédibilité, il n'est plus temps de détourner le regard. La seule issue, c'est d'apprendre, ensemble, et d'élever nos exigences au-dessus du vacarme des armes. Le désastre du port de Tchernomorsk ne doit pas devenir le symbole d'un aveuglement collectif. Il peut, au contraire, marquer le point de bascule, celui où la nuit la plus noire force enfin une prise de conscience et ouvre la voie à un avenir reconstruit. Mais pour bien saisir tout ce qui était en jeu cette nuit-là, il faut élargir la focale et plonger dans l'histoire, car les catastrophes logistiques ont toujours été au cœur des conflits majeurs. Laissez-moi vous emmener en 2043, lors de la fameuse panne globale des réseaux de transport qui a paralysé l'Europe entière. Pendant plusieurs semaines, ni train, ni camion, ni navire ne circulaient. Les entrepôts débordaient d'un côté, tandis que de l'autre, les hôpitaux manquaient de médicaments, les armées d'essence, les populations de denrées essentielles. Ce chaos a coûté des centaines de milliards d'euros et des milliers de vies. Ce n'était pas une guerre, mais la démonstration que l'inefficacité logistique tue autant que les bombes. Remontons encore plus loin, au début du XXe siècle, lors de la Première Guerre mondiale. Les offensives de l'armée française dans la Marne se sont parfois effondrées, non pas à cause de la supériorité tactique de l'ennemi, mais parce que les munitions n'arrivaient plus au front. Les camions embourbés, l'état-major paralysé par la paperasserie, la peur de prendre la moindre initiative sans l'aval du généralissime. Résultat, des bataillons entiers ont été décimés faute de soutien logistique. La leçon, pourtant vieille de plus d'un siècle, n'a toujours pas été pleinement assimilée. Aujourd'hui, la technologie donne l'illusion d'un contrôle absolu. Les GPS, les drones, les logiciels de gestion en temps réel. Mais même les systèmes les plus perfectionnés sont vulnérables à l'erreur humaine ou au sabotage. Un exemple frappant. En 2017, lors de la campagne contre Daesh en Syrie, un simple bug informatique a retardé l'acheminement de carburant de 24 heures. Sur le terrain, cela s'est traduit par la perte d'une position clé et la mort de centaines de soldats. Les chaînes logistiques, aussi modernes soient-elles, restent des châteaux de cartes. Face à ces constats, que peut-on faire concrètement pour éviter qu'un nouveau Tchernomorsk ne se reproduise? Tout d'abord, il faut instaurer une culture du retour d'expérience. Après chaque incident, rassembler tous les acteurs, des chauffeurs aux plus hauts responsables, et analyser sans tabou ce qui a mal fonctionné. Mettre en place des cellules de crise mixtes, civiles et militaires, pour croiser les regards et éviter les angles morts. C'est ce que l'armée israélienne appelle, depuis la guerre du Kippour, le débriefing sans concession. Un moment où chaque faute est disséquée, non pour punir, mais pour progresser. Ensuite, il faut investir dans la formation à la prise d'initiative. Trop souvent, la peur de la sanction immobilise les échelons intermédiaires. Pourtant, ce sont eux, sur le terrain, qui voient venir les catastrophes. Leur donner les moyens d'agir, c'est accepter qu'il y aura des erreurs, mais que l'immobilisme en coûte bien plus. Les entreprises civiles l'ont compris. Chez Toyota, chaque ouvrier a le droit, et le devoir, d'arrêter la chaîne de montage s'il détecte un problème. Sur le front, cela signifie donner aux sergents, aux chefs de convoi, la capacité de prendre des décisions vitales sans attendre l'aval de Kiev ou de Bruxelles. Il est également crucial de diversifier les chaînes d'approvisionnement. Ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier, prévoir des itinéraires alternatifs, des stocks tampons, des fournisseurs secondaires, même si cela coûte plus cher. En 2020, lors de la pandémie de Covid, des hôpitaux français ont manqué de masques parce que toute la production venait de Chine.
Depuis, certains ont constitué des réserves stratégiques locales et mis en place des plans de continuité. Pour l'armée, cela signifie disperser les dépôts, multiplier les caches et ne jamais centraliser tout le matériel vital dans un seul port, aussi sécurisé soit-il. Enfin, la transparence doit devenir la règle. Cacher les failles ne les fait pas disparaître, au contraire. Après l'explosion du port de Beyrouth en 2020, il a fallu des semaines avant que la vérité sur le stockage du nitrate d'ammonium n'éclate. Pendant ce temps, la défiance a miné la société libanaise, paralysé l'aide internationale et envenimé les relations entre les différentes communautés. À Tchernomorsk, le silence officiel a eu les mêmes effets. Chaque rumeur, chaque fuite, a amplifié la panique et sapé la confiance. Pour les organisations, civiles comme militaires, cela implique de repenser la gestion de crise. Mettre en place des porte-paroles entraînés, publier des rapports réguliers, même partiels, sur l'état des infrastructures et des stocks. Utiliser les réseaux sociaux pour couper court aux fausses informations. La vérité, même brutale, protège mieux que le secret, toujours fragile. Imaginons un scénario alternatif. La nuit du 15 octobre, l'alerte est donnée dès la première explosion. Les responsables locaux, formés à la communication de crise, informent immédiatement le public des risques, coordonnent les évacuations, sollicitent l'aide internationale. Les Alliés, rassurés par la clarté, accélèrent l'acheminement des secours et du matériel de remplacement. Sur le front, les commandants sont informés en temps réel de la situation logistique et adaptent leurs plans en conséquence. Le choc est toujours violent, mais l'effondrement systémique est évité. La différence ? Ce n'est pas la technologie, mais la culture organisationnelle qui fait la différence entre la survie et la débâcle. Pour aller plus loin, il convient de s'inspirer des principes de la résilience systémique. Cela signifie accepter que les crises sont inévitables, mais se préparer à rebondir rapidement. Diversifier, décentraliser, automatiser certains processus, tout en gardant des marges de manœuvre humaines. Dans l'aviation civile, chaque crash est suivi d'une enquête indépendante et publique. Les recommandations sont appliquées à l'échelle mondiale, sans délai. Pourquoi ne pas imposer la même règle dans la logistique militaire? Sur le plan individuel, chacun a un rôle à jouer. Les lanceurs d'alerte, souvent stigmatisés, doivent être protégés et encouragés. Ce sont eux, le plus souvent, qui détectent les signaux faibles annonciateurs des catastrophes. Il faut instaurer des canaux de remontée d'informations anonymes, garantir l'absence de représailles et valoriser l'initiative. Dans les hôpitaux, les laboratoires, les entreprises, ce principe a permis d'éviter d'innombrables accidents. Sur un théâtre de guerre, il peut sauver un pays. Enfin, il est essentiel de cultiver la mémoire des catastrophes. Trop souvent, une fois la tempête passée, la tentation est grande de tourner la page, d'oublier, de revenir aux vieilles habitudes. Pourtant, c'est dans la mémoire collective que se construit la prévention. Organiser chaque année des exercices de simulation, entretenir des archives ouvertes, inviter les survivants et les témoins à partager leur expérience. À Tchernomorsk, comme à Fukushima ou à Tchernobyl, l'oubli est le pire ennemi de la sécurité. Pour conclure, souvenons-nous que chaque crise logistique, en apparence lointaine ou purement technique, porte en elle le destin de milliers, parfois de millions de personnes. Derrière chaque caisse de munitions, chaque conteneur de carburant, il y a des vies humaines suspendues à un fil. À Tchernomorsk, ce fil s'est rompu, mais il n'est pas trop tard pour en tirer les enseignements. À vous qui regardez cette vidéo, ne restez pas simples spectateurs. Interrogez vos propres organisations, demandez-vous ce qui pourrait faire basculer votre quotidien, et surtout, refusez la fatalité. Les catastrophes ne sont pas des fatalités, mais le produit d'une chaîne de décision, de négligence ou d'aveuglement. Il en va de la responsabilité de chacun, à chaque niveau. Ainsi se referme le chapitre de la nuit la plus noire de Tchernomorsk. Mais l'histoire, elle, continue de s'écrire, chaque jour, dans les décisions que nous prenons ou que nous refusons de prendre. Le choix vous appartient. Reproduire les erreurs du passé ou ouvrir, ensemble, la voie d'une vigilance lucide et active.